Le théâtre, alors qu'on vient de faire de très gros travaux en façade, de réhabilitation quand même, plusieurs millions d'euros, et en même temps derrière Acropolis pour faire donc la prolongation de la coulée verte. La prolongation de la coulée verte, elle a été évaluée dans une première étape à 34 millions d'euros. Aujourd'hui, et je parle sous le contrôle d'une élue municipale, elle est à 73 millions d'euros. C'est colossal. Tout ça pour gagner pas grand-chose et en plus quelque chose qui de toute manière restera factice. Donc on a été saisi par plusieurs, on s'est mobilisé pour voir comment on allait pouvoir essayer d'empêcher cela. Et moi je suis heureux de participer à cette agora et j'y viens exclusivement pour ça. Pour saluer ceux qui pensent la même chose que moi par rapport à ça et la manière dont on va pouvoir se réunir et se rassembler pour faire cesser cette affaire. Alors, premièrement, il y a une pétition qui a été lancée sur change.org qui s'appelle « Non à la démolition du théâtre de Nice et d'Acropolis ». Je l'ai fait sciemment. C'est pas du tout que je mette les deux problématiques sur le même niveau, mais aujourd'hui, pour stopper ce projet complètement incroyable, tout ce qui sera bon pour sauver Acropolis sera bon pour sauver le TNN, et tout ce qui sera bon pour sauver le TNN sera bon pour sauver Acropolis, parce que c'est la logique de Christian Estrosi. Donc c'est la raison pour laquelle la première chose qu'on a pu faire, c'est saisir les hôteliers. Parce que les hôteliers, tous les patrons des 3, 4, 5 étoiles ont reçu de ma part un courrier leur expliquant ce qui se passait, et j'ai été stupéfait de voir le nombre de gens qui ne savaient rien du tout de ce qui se passait. Et deuxièmement, surtout, que si jamais, et c'est le même raisonnement que tu as tenu pour le théâtre ici, si jamais Acropolis est démoli en 2022, ce qui est le calendrier du maire, qu'est-ce qu'on va faire? Des congrès à partir du 1er janvier 2023. Parce que le PEX, si tant est qu'un jour il voit le jour à l'ouest, le parc des expositions, si tant est qu'il voit un jour le jour, il ne sera pas prêt en 2003. Il n'y a pas la moindre pierre qui a été mise, on ne connaît pas encore le projet, et puis il y aura des recours, on le sait. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que derrière l'hôtellerie, c'est pas pour être agréable au patron d'hôtel, c'est que derrière, il y a des milliers d'emplois et de familles qui, depuis un an, souffrent le carcan, comme nous tous, avec l'affaire du Covid. Si demain, on leur prévoit 2, 3, 4 saisons blanches parce qu'on a démoli le palais des congrès et qu'on n'a pas construit autre, vous savez, le monde, il évolue, il tourne. La concurrence, elle est exacerbée là-dessus. On pourrait perdre des dizaines de paires de marché. Donc voilà pourquoi les deux sont liés. Sur le TNN, nous avons monté une pétition. Donc elle est sur change.org. La semaine dernière, quand je suis venu, on était à 1200. On est à 1318. Ce qui veut dire que ça continue à signer, j'allais dire presque de manière spontanée, parce que bon, on travaille pas dessus, quoi, on n'a pas le temps de travailler dessus. Mais ça veut dire que ça correspond quand même à quelque chose qui est perçu par les gens comme un peu hors sol. Donc, il faut continuer. Je vous proposerai tout à l'heure, j'ai quelques feuilles, mais de faire signer cette pétition à la main, parce que je crois qu'au niveau Internet, on est arrivé au bout, mais on n'est pas arrivé au bout à la main. Et il y a un vrai travail politique collectif pour tout le monde à aller faire signer cette pétition à la main, à la place Garibaldi, dans les commerces de la République, etc., etc. Parce que, un, les gens ne sont pas informés, et deux, lorsqu'on leur parle et qu'on leur dit en 2 minutes ce que nous sommes en train de développer depuis tout à l'heure, en 2 minutes, ils comprennent tout de suite, ils disent « mais est-ce qu'on est le maire ?» Et ils signeront. Vous verrez qu'ils signeront et qu'on aura là-dessus quelque chose de très important. La deuxième chose, je ne reprendrai plus la parole après, j'écouterai, par contre, j'ai besoin d'écouter. La deuxième chose, donc, on a écrit à Roselyne Bachelot et à Tsekaldi, qui est le DRAC, pour essayer de faire en sorte que ces bâtiments soient classés dans un nouveau type de classement qu'il y a au niveau du ministère de la Culture, qui est le patrimoine du XXe siècle. Le bâtiment peut correspondre à ces caractéristiques.
la troisième chose que l'on a envisagé de faire et qu'on a commencé à faire, c'est que, bon, j'ai eu des contacts avec les architectes ici, tout le monde trouve ça aberrant, mais il n'y en a pas un qui l'ouvrira, parce que il y a une pression trop forte et qu'ils ne peuvent pas se permettre de se mettre toutes les collectivités sur le dos. Mais il m'a été conseillé, et je l'ai fait, d'écrire à Didier Dessus, qui est le président national du Conseil de l'Ordre des architectes. Parce que là-bas, il y a la distance, il y a Paris, et donc les gens peuvent exprimer des avis qui sont un peu plus libres. Parce que nous avons tout intérêt, chacun avec nos moyens, tout ce qu'il faudra faire de cette affaire une affaire nationale emmerdera considérablement la mairie. Parce que la mairie, quand c'est les médias locaux, le quotidien régional, la presse, tout ça, ça n'embête pas trop Estrosi. Par contre, quand il commence à être pris par les médias nationaux, il déteste. Donc, il faut absolument qu'on fasse là-dessus. Et dernier point que je voulais dire, c'est que la fille, donc Martine Bayard, qui est la fille de l'architecte qui a construit cet ensemble, est maintenant bien sensibilisée à cette question-là, qu'elle a appris par des amis et pas par la mairie. Hein. La mairie l'avait même pas avertie. C'est quand même incroyable. Et elle est en train de voir comment elle peut faire jouer ce qu'on appelle le droit moral, que seuls les descendants peuvent faire jouer. Et ça, c'est une carte extrêmement importante, nouvelle, qui est dans le jeu. La dernière chose nouvelle qui est dans le jeu, c'est un petit papier que j'ai sur moi, que j'ai amené, que j'ai pu me procurer, et qui est la planche de dessin des architectes, enfin une photocopie des architectes, donc Bayard et Vidal, parce qu'il y avait un deuxième architecte, et qui démontre dans le dessin, dans le commentaire, dans le titre, la promenade des arts, d'un côté le musée, de l'autre côté le théâtre, qui démontre de manière irréfutable que ces deux bâtiments sont liés et qu'il n'est pas envisageable de démolir le TNN en étant provocateur sans démolir le MAMAC ou inversement. Bon, c'est inversement que ça compte pour nous, bien sûr. Donc il faut y aller et moi je vous le dis, c'est un combat qui n'est pas perdu. Hein, donc il faut s'y mettre. Merci, monsieur Allemand. Je nettoie. Là c'est une prise de position carrément contre la démolition du théâtre que vous avez. Nous, on n'est pas... Enfin, moi du moins, je ne sais pas si je peux parler au nom de tout le monde, on n'est pas... moi, je suis ni pour ni contre la démolition du théâtre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un théâtre à Nice, quoi. Voilà, que ce soit celui-là ou un autre. Bon, celui-là, il est quand même, faut reconnaître, un peu mal foutu. Il est un peu à l'envers, quoi. S'il était ouvert de ce côté-là, il serait ouvert sur la ville. Les gens qui passent se passeraient devant l'entrée. Alors que là, depuis le début, c'est un truc qu'on a dénoncé depuis le début, les cultureux de Nice des années 80. Déjà, à l'époque, ils disaient, mais c'est quoi ce truc-là? C'est un espèce de donjon fermé qui est complètement, qui montre bien une culture puissante et dominante qui domine les gens et qui est fermé parce que pour y accéder, il faut monter sur le parvis là-bas derrière et rentrer. C'est symboliquement assez fort quand même. Et d'ailleurs, oui, il faut l'attaquer au grappin. Oui. Ouais, ça fait un peu château fort du Moyen-Âge, quoi, avec des meurtrières sur les bords et tout. Et par exemple, nous qui occupons le théâtre actuellement, on voit bien le problème du parvis, puisque on est régulièrement enfermé sur le parvis, parce que la municipalité a très peur de ce parvis, qu'il se passe des choses pas claires sur le parvis, qu'il y ait allez savoir quoi, et donc tous les soirs c'est fermé à clé, c'est bouclé, et tous les week-ends c'est bouclé. Le samedi, le dimanche c'est bouclé. Et comme nous entrons par l'autre côté parce qu'on n'a pas accès par l'entrée des artistes pour des raisons de sécurité sanitaire, la direction du théâtre ne veut pas que nous mélangions avec les gens qui travaillent pour éviter une éventuelle contamination. Donc, on a accès par l'entrée publique qui est là-haut derrière, vous connaissez tous, mais du coup, on est enfermé tout le week-end.
On est enfermé derrière le parvis. Alors c'est un truc qu'on est en train d'essayer de régler depuis des semaines, et ça se règle toujours pas. Et donc on voit bien que la municipalité a peur de ce parvis. Elle a construit un truc qui lui fait peur. Et qui est, pourquoi? Parce que comme c'est pas dans la ville, évidemment, il peut y avoir toutes sortes de trafics et toutes sortes de choses pas claires qui se déroulent là-haut. On est à l'abri de tous les regards. Vous voyez? Donc c'est symptomatique, hein, ça. Donc c'est pour ça que je veux dire que ce théâtre, bon, ouais, il est pas mal, il est bien. C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'il a été construit, ça a coûté très 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 cher il y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 30 ans. Puis là maintenant, ça va coûter très très cher de le démolir et de reconstruire ailleurs. C'est un peu, c'est étonnant tout ça, c'est étonnant, voilà. Et puis en plus, donc, avec très peu de concertation de la population, très peu de concertation du public du théâtre, très peu de concertation des professionnels, que ce soit les artistes, les techniciens, les syndicats de professionnels n'ont pas été consultés. On a demandé l'avis à personne. Un beau jour, alors on disait l'autre jour que effectivement Christian Estrosi dans sa campagne avait dit si je suis élu, je démolirai le théâtre. Voilà. Mais bon, d'accord, c'est vrai, il avait prévenu, mais c'est pas ça une discussion avec les gens concernés, avec les techniciens et tout ça. Ben, il y a Karim qui veut prendre la parole, vas-y. Ah oui, il y a aussi, c'est vrai, on laisse Karim intervenir, après c'est vous, d'accord? Oui, moi je voulais simplement dire que c'est vrai que bon, le bâtiment n'est pas très beau, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, en tout cas techniquement, ce théâtre, aussi bien la salle Michel Simon, qui a un très bon rapport public-plateau, et la salle Pierre Brasseur, la grande salle qui fait un peu plus de 1000 places, et très 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 bien techniquement. Pareil au niveau du plateau, on a 17 mètres de hauteur, c'est-à-dire qu'on peut échapper les décors, chose qu'il n'y a pas beaucoup de théâtres en France. Notamment, ils ont construit à Antibes un théâtre, ils ont oublié de mettre la hauteur, du coup ils peuvent pas échapper les décors, donc ils sont obligés de réduire. Alors moi je suis cintrier ici au théâtre de Nice. Alors cintrier, comme dit les affiches, c'est pas quelqu'un qui travaille avec la costumière, mais c'est quelqu'un qui travaille, qui fait apparaître et disparaître les décors. C'est-à-dire que je travaille entre 10 mètres et 17 mètres d'altitude, et je peux faire le tour du théâtre en hauteur, à savoir de jardin à cour en passant par le lointain. Et donc c'est moi qui envoie tous les décors, etc. Donc du coup, je peux vous dire que techniquement, ce théâtre est vraiment très 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 bien. Voilà. Et on a toujours eu de bons retours de toutes les compagnies, des grosses productions étrangères, canadiennes, américaines, italiennes, qui sont venues et qui ont vraiment adoré travailler dans ce lieu et avec nous. Voilà. Bravo. On voit rien. Bon, alors. Mais, Benoît, si vous voulez, vous pouvez venir prendre le micro et parler. C'est comme ça qu'on fait. Eh ben, viens. Viens, tu as la parole. Décidément, la pauvre, elle n'a pas pu parler. Non, quand on donne des chiffres, il faut donner les bons. Oui, en effet, c'est un outil qui peut être intéressant, le théâtre national, mais qui n'est plus intéressant. Voilà, parce qu'il y a 300 places où on voit rien, il y a 300 places inconfortables, il y a une programmation qui a été faite depuis des années. Je suis désolé, même si les compagnies étrangères sont contentes, ben bien sûr ils sont contents quand on achète leur spectacle, ils sont toujours contents de venir jouer quand on achète un spectacle. Hein. On est toujours content de vendre un spectacle. Mais il y a eu quand même Irina Brouk, il y a eu quand même des gens comme ça qui ont cassé cette dynamique publique importante, quoi. Le rapport avec le peuple, avec le vrai public, pas avec le public théâtreux, avec le vrai public. Et on se rend compte qu'il n'y a plus personne. C'est tout, c'est un constat qu'il faut faire. Moi, je suis président de la Fédération des théâtres. Il y a 15 théâtres, 15 petits théâtres qui essayent de vivre, petits, moyens, théâtre de la Cité, théâtre de l'Alphabet, théâtre du Cours, théâtre des Oiseaux, voilà. Mais il y a une vraie politique à construire avec ces théâtres-là aussi. Le théâtre de Nice, c'est pas le seul théâtre à Nice. Et il n'y a plus personne. C'est tout, il faut voir l'effondrement des abonnés. Et voilà. Et pourquoi il y a à côté en Antibes quelque chose qui s'est fait? Pourquoi là-bas ça marche? Il faut se poser les bonnes questions. Faut pas dire ouais c'est génial, on a un truc, faut le garder, faut le préserver. Non, faut pas préserver pour absolument préserver. Faut peut-être faire d'autres choses. Théâtre de proximité. Alors oui, en effet, les franciscains, ça va être
ça va pas être 200 places, hein, ça va être 400 places. Là aussi, il faut remettre les chiffres. 200, 300, t'as dit. Ça va être 400 places. Voilà. Et donc, c'est un intermédiaire. Et il y aura aussi une grande salle qui va être faite. Peut-être le palais, on va pouvoir le garder, le palais des expositions, pour en faire une grande salle de spectacle. C'est en cours. Je crois que c'est en train de, en pourparler. C'est pas forcé qu'il soit détruit. Oui, c'est pour 2024. Mais il y a des choses. Il va pas être détruit demain. Il va pas être détruit demain. Non, il est occupé pour l'instant. Il n'est pas détruit. Il est occupé. Commencez à casser un peu des trucs à l'intérieur. Non, mais non, il faut remettre la place du théâtre à Nice, quoi. Il faut pas remettre la place du théâtre de Nice. C'est pas le théâtre de Nice. Il n'y a pas que lui. Il y a le théâtre à Nice. Et c'est de ça dont il faut parler, tous ensemble. Voilà. Bravo. On n'entend rien. Alors, bien sûr qu'on gagne. Non, on gagne pas du public. C'est pas, il y a pas de balancement. C'est pas, il y a pas les mêmes publics. En ce moment, il y a personne qui va au théâtre de toute façon. Hein. Ça c'est logique. Mais non, mais on veut nous faire ouvrir, par exemple, un autre sujet. On veut nous faire ouvrir à partir du mois de mai, là. Mi-mai. Tout le monde est là. Tout le monde veut y aller. Tout le monde veut jouer. J'ai besoin de jouer. J'ai besoin de scène. J'ai besoin de m'exprimer. 35% de jauge. Mais comment on va faire? Alors oui, tous ceux qui jouent gratuit, oui, comme la plupart, comme 60% du théâtre à Nice, amateur, pas payé. C'est ça qu'on veut. C'est un théâtre où il y a des gens qui jouent et qui sont pas payés, pas de charges, pas déclarés. Voilà, c'est ça. Non. Moi, j'ai un théâtre, je suis obligé de payer mes comédiens. J'ai 7 intermittents, je suis obligé. Alors, j'ai aussi les amateurs qui jouent. Il y a des mélanges, mais il y a 7 intermittents. Comment ils vont faire là? On est au mois d'août, on doit renouveler les contrats de travail pour les intermittents. On doit renouveler les intermittents. Comment ils vont faire? On est en mai, hein. Enfin, on est en mai. Non, mais je dis, c'est une politique du théâtre qu'il faut défendre. On s'en fout de ça. Moi, enfin, personnellement, je m'en fous du théâtre de Nice. Je me fous de ça. C'est la politique du théâtre à Nice que je veux défendre. Pas la politique du théâtre de Nice. Vous savez, ils sont grassement payés. Grassement payés. Bravo. Alors, ça me permet de parler d'une des revendications que nous avons au niveau national, c'est celle d'un plan de reprise. Parce qu'il y a cette histoire de jauge à 30% dont a parlé Benoît Tessier, qui est, je le signale, le président de l'association des théâtres de Nice. C'est ça, hein, Benoît? Le président de l'association des théâtres de Nice. Hein. Donc, effectivement, si ça reprend à 30% de jauge, moi ce que j'ai entendu c'est 30% pendant 3-4 mois, les prévisions, mais c'est pas sûr. Hein. Après 60% pendant 3-4 mois et après jauge pleine. Donc, ça veut dire que pour beaucoup de lieux qui n'ont pas les reins solides, raison pour l'autre, qui n'ont pas les reins solides pour une raison ou pour l'autre, ils ne pourront pas ouvrir parce qu'ils vont travailler à perte. Chaque fois qu'ils vont ouvrir, ils vont perdre de l'argent, c'est pas possible. Hein. Donc ça veut dire que les gens qui vont travailler dedans, comme l'a dit Benoît, c'est-à-dire qu'ils sont la plupart intermittents du spectacle, ne vont pas travailler. Donc ça veut dire que si on fait une réouverture là le 15 mai sans aucun aménagement avec une jauge à 30%, eh ben il y a une majorité de personnes qui ne pourront pas travailler. Que ce soit des artistes, des techniciens, des comédiens, des musiciens, des danseurs, enfin voilà, et les techniciens aussi. Donc ce que nous demandons, c'est une revendication du mouvement des lieux occupés, c'est un plan de reprise pour accompagner cette reprise-là, c'est-à-dire qu'il faut que des salaires soient financés par l'État, des salaires d'artistes et des salaires de techniciens. De cette manière-là, les lieux pourront réouvrir, même avec une jauge pas pleine, et ils auront leur personnel, entre guillemets, qui soit artistique ou technique, qui sera payé. Voilà. Et puis ça, c'est vrai aussi pour les petits villages dans la montagne, les petits quartiers un peu éloignés du centre-ville où il se passe pas grand-chose. Ça pourrait être l'occasion de faire plein de spectacles tout l'été qui seraient gratuits, mais où les gens seraient payés quand même. Les professionnels seraient payés. Voilà. Et alors, juste après, je vais donner la parole à Sylvie Bonaldi, qui est très patiente, excusez-moi,
Juste un petit détail, si l'État investit de l'argent dans cette opération-là, ça va pas être de l'argent jeté par les fenêtres, puisque vous savez que quand il y a des salaires déclarés comme il se doit, il y a des cotisations sociales qui sont versées dans les différentes caisses de solidarité. Donc, cet argent de l'État pour verser des salaires, ça contribuerait à réalimenter ces caisses de solidarité qui sont actuellement à sec. D'autre part, les intermittents du spectacle, artistes ou techniciens, sont indemnisés par Pôle emploi tous les jours où ils ne travaillent pas. Là, s'ils travaillent, ne serait-ce que 10 ou 15 jours, ben ça va faire pour chacun 10 ou 15 jours à ne pas payer pour Pôle emploi. Donc ça va faire beaucoup d'économies à Pôle emploi. À une époque où, je vous le rappelle, on essaye de faire des économies à Pôle emploi en essayant de piquer de l'argent dans la poche des gens qui sont déjà les plus pauvres. Ça c'est un autre problème, mais on revient un peu dessus, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. J'ai profité de ce que disait Benoît Tessier pour parler de notre revendication que j'ai oubliée tout à l'heure. Alors maintenant, voilà. Enfin, à vous. Présentez-vous. Pas particulièrement féministe.